Rencontre avec Irène Tolleré, vigneronne et députée européenne dans le groupe Renew Europe, membre suppléante de la commission agricole et de l'intergroupe vins spiritueux et produits de qualité au sein du Parlement européen. Donc peut-être qu'on peut commencer, parce que comme tout le monde ne vous connaît pas, vous pouvez peut-être commencer par vous présenter parce que vous êtes du milieu agricole, ou en tout cas viticole. Oui. Voilà. Commencez peut-être par vous présenter, puis ensuite on pourra peut-être démarrer par le sujet autour de la PAC. Donc voilà. Alors à vous. Donc je m'appelle Irène Tolleré, c'est mon nom de femme mariée. Je suis née dans l'Hérault, à Béziers, et d'une famille viticole qui faisait du vin depuis plus de 1600, donc qui a connu la grandeur au XVIIIe siècle de cette filière, et puis après qui a connu le développement d'une viticulture industrielle. Voilà. J'ai vécu à l'étranger, et quand je suis revenue, j'ai fait une école de commerce, et je me disais que quand même dans l'Hérault, on vivait bien. Et ces racines agricoles, elles font vraiment partie de mon identité, de mon ADN. Et donc j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler pour la personne qui créait les vins de cépage, qui s'appelait Robert Scali en France à l'époque, où je me suis occupée de commercial pour développer l'Asie. J'y ai rencontré mon mari qui lui s'occupait d'expliquer comment on transforme des pieds de vigne qui ne sont pas du chardonnay en chardonnay pour produire des vins de cépage chardonnay. C'était la naissance des vins de Pays d'Oc avec Jacques Grajal. Et après j'ai développé ma carrière en tant que salarié dans le groupe Val d'Orbieu, des groupes coopératifs. Donc j'ai vu un peu le négoce, la coopération, et avec mon mari, avec la grandeur et la décadence du groupe Val d'Orbieu, au bout d'un moment on en avait vraiment marre de travailler pour des gens qui après remettaient en question un peu des constructions de valeur ajoutée comme on sait le faire dans notre pays. Et donc on a décidé d'acheter un petit domaine. Donc mon mari a continué à travailler, il travaille chez Marrenon dans le Luberon. Et puis moi je m'occupais du domaine. On était concernés par l'appellation Pic Saint-Loup, qui était un dossier qui avait un peu du mal à avancer. Donc du coup je ne comprenais pas pourquoi ça avançait pas. Donc j'ai créé une association de vignerons pour faire exister donc on a fait un recours. Donc j'ai découvert à ce moment-là ce que c'était qu'une AOC, donc la zone géographique, la délimitation parcellaire, le cahier des charges, et j'ai trouvé ça franchement génial. Et donc après derrière, un peu naturellement, je me suis rendu compte qu'on avait des terres agricoles qui avaient un grand potentiel qui pouvaient être menacées. Et étant à Montpellier, on avait le développement de l'urbanisme qui se faisait de manière très importante et très visible autour de l'endroit où j'habitais. Et du coup, pour protéger le village où j'habitais, on a monté une liste en 2014 où on a gagné, donc je suis devenue maire. Et suite ça vous a mis le pied à l'étrier de la politique. Ça m'a mis le pied à l'étrier, puisque femme plus maire égale déjà denrée rare. Femme plus maire, sachant construire tracteur, égale objet de désir pour l'ensemble des partis politiques. Donc du coup, j'ai eu la délégation à l'agriculture pour la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Donc on a développé un plan alimentaire territorial, l'idée d'avoir du foncier public sur lequel on préempte pour derrière le mettre à disposition gratuitement de jeunes agriculteurs en contrepartie de production locale dont tout partie va aller dans des circuits qui vont pouvoir alimenter des cantines. Développement de sociétés d'insertion pour transformer ces légumes en nourriture. Voilà, toute cette logique un petit peu qui est illustrée par le pacte de Milan que Montpellier Métropole a vraiment bien mis en avant. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des fonds européens et on a fait une candidature pour le fameux fonds Leader, celui qu'en France on n'arrive pas à dépenser. Alors nous, on a tout cramé très très vite et tout simplement parce qu'on ne s'est pas mis de martel en tête. C'est-à-dire que si l'Europe demandait de faire blanc, on s'est dit on va faire blanc, on va pas faire blanc à rayures. Et donc du coup, on avait une grande facilité à programmer et à dépenser. Vous êtes vraiment rentré dans le cahier des charges. Exactement. Et comme il fallait communiquer et que je suis quand même une européenne convaincue et que je trouve que en France il y a des jeunes qui ne se rendent juste pas compte de la chance qu'ils ont d'être en France et en Europe pour plein de sujets. Et donc du coup j'ai beaucoup communiqué sur l'Europe, notamment en utilisant les journaux communaux et les journaux intercommunaux qui sont très très lus
pour parler du concret. La boulangerie à Cambayo ouvre grâce à 80% de fonds européens. Et du coup, il se passe que sur mon territoire, il y a quelqu'un qui s'appelle Daniel Cohn-Bendit qui a sa résidence un peu d'été, et que du coup, on s'est rencontrés, on a fait des trucs ensemble, et petit à petit, j'ai été un peu embarquée dans l'histoire d'En Marche, sachant que pour vous faire sourire, Emmanuel Macron me doit tout. Puisque quand j'ai été élue en 2014, notre programme politique, c'était quand même, attention, Fontanès, mégalopole de 354 habitants. Donc notre programme politique, c'était le cœur à gauche, le portefeuille à droite et le cerveau au milieu. Donc, pas pour dire... En même temps. Hein. Ne pas dépenser plus que ce qu'on a dans le portefeuille, enfin des trucs... Attention, puissance. Et voilà, donc du coup, j'ai fait ma vidéo. J'ai été sélectionnée, je suis vraiment un pur produit de la démocratie comme c'est censé exister. Hein. C'est-à-dire qu'au niveau de En Marche, il fallait faire une vidéo. J'ai fait ma vidéo, ils ont regardé la vidéo. Et puis derrière, j'ai eu un coup de téléphone. Voilà, et c'est comme ça que je me suis retrouvée numéro 9 à ma grande surprise. Voilà, vous avez fait tout le parcours voilà. Enfin, pas classique, totalement pas classique d'ailleurs, parce que c'est quand même assez nouveau ce genre de recrutement dans la politique. Oui. Et du coup, je suis aujourd'hui suppléante sur la commission agriculture, parce qu'on ne pouvait pas avoir de place en titulaire. Je suis coordinatrice pour le groupe sur femmes, et il y a des sujets qui touchent femmes et agriculture. Et puis, je vais normalement prendre la présidence de l'intergroupe 20. Et on sait déjà, je fais partie des 4 eurodéputés, et 20 spiritueux et produits de qualité. Et je fais partie des 4 eurodéputés qui ont créé l'European Food Forum, c'est-à-dire un peu les bases d'une Egalim au niveau européen. C'est-à-dire en associant la distribution. Aujourd'hui, on voit bien que le temps où les élus travaillent tout seuls, il est un peu derrière nous. Donc il faut que les élus qui travaillent sur un sujet impliquent aussi ceux qui vont avoir des conséquences directes. Et quand on parle d'agriculture durable, je suis désolée, il faut qu'on intègre les transformateurs et les distributeurs. Parce que sinon, s'il n'y a pas une durabilité sur le revenu in fine, on va toujours demander aux agriculteurs de produire plus vert en coûtant plus cher. Ils vont avoir une valeur ajoutée qui va durer 1 an, le temps que derrière la GD arrive et disent avec grande campagne de pub, le bio, vous allez l'avoir 10% moins cher chez nous. Et là après derrière, on n'a que nos yeux pour pleurer. Donc il faut vraiment que cette équation-là, on s'écoute et on trouve des bases pour y arriver. Je suis consciente du fait qu'on peut y arriver. C'est qui le patron et tout ce que ça a eu comme conséquence, ça montre qu'on peut y arriver quand on s'écoute. Très bien. Voilà. Merci pour cette présentation. Un peu longue. Je suis un peu bavarde aussi, donc faites gaffe. Donc le premier sujet qu'on peut traiter, qui est d'actualité, c'est autour de la PAC. Alors il y a eu des propositions de la part de la Commission tout récemment pour gérer l'entre-deux PAC, puisque la réforme de la PAC prend du retard, on le sait. Donc il y a eu une proposition pour prolonger sur une année. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition? Alors moi j'ai pris parole en plus pendant la commission agriculture sur ce sujet-là. Sur ce rapport de transition, il y a plusieurs sujets qui sont très graves. Il y a la notion du budget, y compris le budget pour ce qu'on appelle les RUP, donc les dom-toms si vous préférez. Parce que la commission elle n'est pas claire du tout sur cette notion de budget. Or, on ne peut pas avoir un rapport de transition sur lequel on ait un budget qui soit à -5 ou à -15 en fonction de comment on interprète les différentes paroles orales du commissaire sur le sujet. Donc moi j'ai dit qu'il fallait que ce rapport de transition soit à budget constant. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'idée c'est de se caler sur les débuts de décision autour du prochain budget, donc de réduire effectivement plus de 10%, notamment les paiements directs. On n'est pas du tout d'accord. On n'est pas du tout d'accord. En fait, nous, au niveau du Parlement, on n'est absolument pas d'accord sur cette notion au niveau du budget. Donc du coup, sur le rapport de transition, on a posé ça comme sujet. Après, sur la durée de la période de transition... Oui, il y a 1 an, 2 ans. Alors, moi, objectivement, je pense que 1 an, ce n'est pas réaliste. Et donc, ça sert à rien de dire qu'on va faire 1 an si c'est pour pas faire 1 an. On va créer des attentes qu'on ne va pas assurer, sachant que, vu la réforme de la PAC qu'on a,
vu l'existence de précédentes réformes de la PAC dont on a connaissance, prenons le temps de nous organiser. C'est-à-dire, il faut en même temps qu'on ait d'un côté le mécanisme global de la PAC avec son budget qui soit bien défini au niveau européen, mais il faut que les États membres, en ayant conscience de ce que l'on va faire, puissent organiser leur travail autour du suivi de cette politique agricole commune. Sachant que la politique agricole commune, s'il y a une chose qui est certaine aujourd'hui, c'est qu'on passe d'un système de conformité à un système de contrôle de résultats. Ça ne va pas se faire comme ça. Hein. Donc il faut à tout prix. Donc moi je milite pour qu'on ait une période de transition qui soit plus longue, c'est-à-dire au moins 2 ans, et qui soit réaliste. Ça ne signifie pas une période de transition qui soit une mini-réforme dans la réforme, mais qu'on prenne le temps de faire en sorte que quand la nouvelle PAC arrive, on ait des systèmes au niveau des États membres qui performent, qui soient simples, et qu'on ne soit pas dans l'accouchement sans péridurale, comme on a su le faire avec, comme conséquence directe pour les agriculteurs, des stress, de l'incompréhension et des retards de paiement. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, on n'en veut plus. D'accord. Donc, oui, c'est les 2 points, quoi. C'est vraiment pour moi, c'est 2 points. Le budget, sachant que, par exemple, on a un budget qui a été plutôt annoncé à -5, -10, mais d'un autre côté, on a le commissaire Hogan qui a dit oui, mais il faut garder les POSEI au niveau auquel ils sont. Donc ça veut dire que les POSEI ils restent au niveau auquel ils sont, ça veut donc dire que le reste il diminue plus. Donc voilà, donc il faut à un moment donné, le budget, nous, notre position, enfin moi ma position c'est on le maintient au niveau actuel, puisqu'on n'est pas encore dans la nouvelle PAC. Et puis après... Et ce rapport de transition, on est où il est en train d'être attribué au niveau des groupes politiques pour qu'on puisse travailler dessus. Donc nous, il n'est pas encore attribué à la date d'aujourd'hui. Donc je ne sais pas qui va être le député européen du groupe Renaissance qui va suivre ce rapport. Du groupe Renew. C'est établi en fonction de quoi cette attribution à un député européen? À l'intérieur d'un groupe politique, en fonction de ceux qui sont candidats. Alors en fait, je ne serai pas candidate sur ce rapport pour une raison un peu curieuse, c'est que auparavant, ce rapport, c'était pas nous qui étions censés l'avoir, donc c'était que Shadow Rapport. Et donc, en étant un rapporteur fictif, moi, en tant que substitute sur un sujet, en tant que remplaçante, c'est pas remplaçante, suppléante, en tant que suppléante sur un sujet sur lequel j'ai pas de grande technicité. Il y a Daciane Ciolos qui a une grande technicité. Voilà, donc moi très concrètement, je soutiens complètement le fait que ça soit Daciane qui puisse prendre dans ce contexte-là le rapport, mais il y a une femme candidate, donc entre les deux, mon cœur balance entre l'expérience de Daciane ou mettre une femme en tant que rapporteur, c'est Elsie Kaitanen, qui est finlandaise. Voilà. Alors, qui est dans le groupe qui est dans le groupe Renew Europe. Pour le coup, le SND ne souhaite plus être rapporteur, et donc c'est le groupe Renew qui sera rapporteur. Le rapport, pas le shadow rapport. C'est le vrai rapport en fait. D'accord. Et donc, ce rapport, il s'appelle comment précisément? Transition. Rapport de transition. Rapport de transition, d'accord. Donc ça veut dire qu'au niveau de la politique agricole commune, vous avez le rapport des plans stratégiques qui est chez le PPE, le rapport OCM qui est chez SED, et le rapport un peu du contrôle qui s'appelle règlement horizontaux qui était chez Renew. Et là, il y a transition qui viendrait aussi chez Renew. Ça veut dire qu'on a quel retard là sur le processus? C'est déjà colossal, non? Oui. En fait, le retard, il est d'abord sur le budget. Oui. Le budget aujourd'hui, nous, quand on a été élus, tout le monde disait on l'aura au premier semestre 2020. Maintenant, on l'a au deuxième semestre 2020. Et or, encore, oui. Comment voulez-vous qu'on puisse valider le rapport des plans stratégiques sans budget? C'est-à-dire à quel niveau on met la conditionnalité, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur des éco-schemes si on ne sait pas le budget et ce que ça va faire au niveau du premier pilier. Il a vocation à faire la transition de 2020 2022, 22. Alors 21 ou 22 ou 23. Oui, 23. C'est-à-dire que, oui, a priori pour vous, le nouveau plan, le nouveau PAC ne sera pas mis en place avant 2023. Je vois pas comment elle peut être mise en place avant 2023.
Voilà. Après, faut quand même être réaliste. Vous avez le budget qui est deuxième semestre 2020. Après, une fois qu'on a ce budget, si tout va vite, alors même en travaillant tout de suite, donc le budget, une fois qu'on va tomber, on va tous revoir l'ensemble du machin, ça ne peut pas être avant début 2021. Et après, une fois que vous avez ça, vous avez les trilogues, l'ensemble du machin, ça a pris plus de 18 mois. Donc du coup, ça fait 2021, fin 2021, toute l'année 2022. Donc ça veut dire que en allant au plus vite, on commence 2023. Et on a vu qu'effectivement, en la réforme précédente, 2013, ça nous a conduit à 2015. Quoi. Oui, voilà. Et avec la fin de la mise en œuvre qui était omnibus en 2018. Donc, ça ne suffit pas à justifier. Je dois avouer que nous avons une petite aide d'un groupe deal de l'autre côté de la Manche, avec le Brexit. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas du tout d'idée du budget, on ne sait toujours pas s'ils restent ou s'ils partent quand même. Bon, théoriquement, ils partent, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Il essaye, mais... Oh là, aujourd'hui, on n'a pas d'hypothèse. On part du principe qu'ils partent, mais même s'ils partent, on ne sait pas comment ils partent, ni quand ils partent. Donc du coup, le rapport de transition, il est en cours d'attribution. Il part du principe que le Brexit a lieu. Cependant, le Brexit n'a peut-être pas lieu exactement dans les dates qu'on pense. Donc aujourd'hui, il y a un vote avec derrière une période qui s'arrête au 31 janvier. Et on est déjà au courant qu'il y a des hypothèses où l'Angleterre, la Grande-Bretagne resterait plus ou moins liée en partant un petit peu en sifflet jusqu'à fin 2020. Donc ça change complètement le contenu du budget et la façon dont on va travailler dessus. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que Dacian Cioloș a les épaules pour ce rapport-là, que j'ai pas. Voilà, que j'ai pas, désolé. Il est le père fondateur de la réforme de la PAC actuelle. Oui, voilà. Et puis il connaît bien le sujet, parce que en fait on a des agricultures en Europe. Nous, ici, on connaît plus l'agriculture française, mais on a des sujets, par exemple, la betterave en Pologne, c'est un sujet. Voilà, c'est un sujet parce que c'est un truc minoritaire, un usage mineur, mais donc nous, a priori, le fait d'avoir quelqu'un qui a été commissaire à l'agriculture, il connaît tous ces sujets-là, et pour le rapport de transition, si on veut aller vite, il va falloir être précis, c'est-à-dire ne pas perdre de temps sur des trucs qui nous amènent dans le mur ou qui créent un blocage avec un pays donné. Et quel est le calendrier pour ce rapport de transition? Il doit être rendu à quel moment? Aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Je pense qu'on est... déjà, la Commission a produit l'idée qu'il allait y avoir un rapport de transition. On a eu des propositions de texte sur lesquelles on a réagi sur le budget et sur la durée de la période de transition. Et après, je pense qu'on va regarder le résultat du vote en Angleterre et avancer avec plus de clarté suite à ce résultat-là. D'accord. En fait, à chaque fois qu'il y a un report du Brexit, pareil, sur ce rapport de transition, le problème sera le même. Pour le budget, justement, pour quel est le budget de transition. Qu'est-ce que vous voulez faire? Pour quel est le budget de l'Union européenne, tout simplement? C'est un des sujets. Il y a tout le... Voilà, donc du coup, le fait que le MFF a été... le budget de l'Union, le plan pluriannuel a été dégagé au deuxième semestre 2020, ça montre bien quand même que ça pose des questions. Alors, il y aurait une solution qui serait de dire, on fait comme s'ils n'étaient pas là et on fonctionne sur le budget sans eux. Sauf qu'en fait, le budget sans eux, il n'est pas suffisant. Il y a aussi des enjeux qu'on veut développer autour de l'environnement, autour de la digitalisation. Donc il y a des besoins supplémentaires qui ont été exprimés. Et par rapport à ça, il y a une règle qui avait été dite pour faire face au Brexit, qui était que les États membres allaient compenser pour moitié le manque de la Grande-Bretagne, et la Commission allait compenser pour l'autre moitié en faisant un peu des économies ailleurs. Aujourd'hui, ça,
il n'y a pas un État membre qui est en train de dire chouette, on va compenser le Brexit, surtout vu comment le Brexit se passe avec une efficacité redoutable. Donc maintenant, j'entends de plus en plus parler de ressources propres, du coup, de l'Union européenne, qui serait effectivement un bon sujet, c'est-à-dire la taxe carbone aux frontières de l'UE, pour créer des ressources propres à l'Union européenne et faire face un peu à ce sujet. Donc le sujet du budget est un sujet essentiel dans lequel on est tous, je dirais pas en attente, mais... Les versements à l'Angleterre, les versements aux agriculteurs anglais s'arrêteront aussi. Est-ce que... Non, il continue tant qu'elle fait... Il continue tant qu'elle fait partie de l'Union. D'ailleurs, ils ont une procédure d'infraction parce qu'ils n'ont pas nommé de commissaire. Oui. Il y a une procédure d'infraction parce qu'ils n'ont pas nommé de commissaire. L'Union européenne, au jour d'aujourd'hui, l'Angleterre en fait partie. Ils ont déclenché l'article 50 pour en sortir, mais ils ne sont pas sortis avec les textes, le machin. Donc pas sortis dans les temps de l'article 50. Voilà, exactement. Voilà. Donc du coup, c'est absurde. Donc il y a eu des élections avec des députés européens. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a fait les élections, oui. on était partis pour les faire sans eux, puis on les a fait avec eux. Oui. Donc maintenant on les a. Donc, ils étaient censés partir au 31 octobre. Ils sont là encore, ils sont là au moins jusqu'au 31 janvier, et puis le résultat des élections, et personne ne sait ce que ça va sortir quand même. Donc, moi j'ai fait le pari qu'ils ne sortiraient jamais. C'est le pari que tout le monde va sortir avant. C'est un petit peu ça. Comme des blagues assez amusantes là-dessus qui sont sorties. Personne n'a parié avec moi, je sais pas pourquoi. Voilà. D'accord, ça marche. Vous savez que celui qui présidait Westminster, John Bercow, il a donc démissionné, donc il a retrouvé sa liberté de parole, et il a eu une phrase fabuleuse en anglais où il dit bon alors ceux qui croient qu'on va sortir au 31 janvier, moi je peux vous dire qu'on est parti pour au moins discuter pendant 5 ans et plus probablement 15. Ah Il faudra s'en souvenir. Il faudra qu'on mette une date. Par les millésimes déjà. Parce qu'il a quand même bien contribué à vous avez beaucoup abusé. Oui, et sachant que en fait, le système anglais est un système qui est extrêmement particulier. Donc, il c'est des élections législatives à un tour, et c'est le premier qui coiffe le poteau qui gagne. C'est-à-dire, si vous avez 3 listes et qu'il y en a un qui a 19,5, l'autre est 19, celui qui a le siège, c'est celui qui a 19,5. Ça veut donc dire qu'on peut aussi avoir un Parlement sans majorité. Bah oui. Donc, c'est une paralysie totale, en fait. Tout est gelé, quoi. Ou pas, parce que je crois qu'il y a... donc, aujourd'hui, la sortie de l'Union européenne, elle est prête. Voilà. Maintenant, il faut qu'elle soit actée. Après, s'il reste, il reste. Elle est prête, il n'y a quand même rien de négocié sur les accords commerciaux, il n'y a rien quand même. Alors, il n'y a même pas de début de négociation. Quand je dis ça, c'est-à-dire que les équipes qui sont à la négociation, ce qui n'est pas vraiment du tout mon champ de compétences, j'ai cru comprendre que le scénario sorti de... il y a tout le monde, tous les États membres ont travaillé dessus pour qu'ils puissent se mettre en place. Après, ça nous permettrait de sortir de cette période où on ne sait pas répondre à certaines questions, comme le budget. Rien. Donc, si on repart dans une période d'incertitude, je pense qu'il y aura une demande d'avoir une période longue. C'est-à-dire de dire, ok, donc vous partez dans 5 ans, on va jusqu'au bout du mandat. On ne peut pas, tous les 6 mois, reporter un budget pluriannuel avec les conséquences que ça. Voilà. Juste une dernière question sur la PAC. On s'oriente aujourd'hui vers une PAC où on aurait, on va dire, au moins 40% des dépenses en faveur du climat et de l'environnement. Alors ça, les 40%, on les a mis au niveau du budget de l'UE. Ah oui. C'est pas au niveau de la PAC. C'est même pas au niveau de la PAC, c'est ça. Il y a aujourd'hui la FNSEA et Confagricultura qui commencent à dire on est en train de faire une PAC où on oublie complètement les questions économiques et d'emploi.
comment vous réagissez par rapport à ça? Je pense qu'aujourd'hui, on fait des commentaires de commentaires. Donc, on ne sait même pas les articles qu'on va réouvrir. Donc, je crois que beaucoup trop tôt. Je crois qu'aujourd'hui, nous, c'est pas moi au sein de notre équipe qui suit ces dossiers, puisqu'on a au niveau du groupe Renew quelqu'un que je peux vous amener qui parle français, qui est pas mal, hein, qui est le rapporteur sur les plans stratégiques, qui s'appelle Martin Vlasek. Voilà. Qui est très intéressant et qui travaille avec Jérémy de Serle, et sur l'OCM, donc la partie un peu plus viticole, c'est Jérémy de Serle. Sur les règlements horizontaux, on va dire que je vous l'amènerai quand on y verra plus clair, hein, parce que là c'est vrai que c'est pareil. Aujourd'hui, donc le fait qu'on passe d'une conformité à un paiement sur le résultat, ça veut donc dire qu'on est capable de déterminer des indicateurs de résultats, de les mesurer, de les contrôler. Et ça, en fait, vu le texte dans l'état dans lequel il est, on passe d'un niveau de contrôle à 3 niveaux de contrôle. Moi, je le sens pas bien. Voilà. Donc, je pense qu'il est urgent d'attendre, d'abord d'avoir le budget, et de faire avancer le moteur que sont les 2 rapports, plan stratégique et OCM, et derrière le plan de contrôle. Pourquoi de 1 niveau de contrôle à 3 niveaux de contrôle? Parce qu'en fait, comme ils avaient peur, aujourd'hui, nous, on va valider une politique agricole commune qui a été conçue et votée sur la dernière mandature. Et donc, il y a certains rapports qui ont un état. Et donc, le rapport sur ce qu'on appelle les mécanismes horizontaux a comme caractéristique de dire qu'on va avoir en même temps la conformité, en même temps des indicateurs de réalisation et en même temps des indicateurs de résultats. Alors ça a l'air hyper compliqué, je vous rassure, ça l'est. Donc la conformité, c'est la conformité, donc un peu côté documentaire. Les indicateurs de réalisation, ce qu'en anglais ils appellent output indicators. Donc là, c'est en gros, par exemple, le nombre d'hectares qui vont être embarqués dans une certaine politique. Sauf que cet indicateur-là, il doit prendre en compte les autres rapports. Je donne un exemple pour les filières qui sont structurées au niveau des fruits et légumes. Seuls les hectares qui sont dans des organisations de producteurs sont touchés. Donc dire que la France, par exemple, sur la filière fruits et légumes, irait vers 10% des hectares en bio, c'est complètement débile si on n'a pas l'OCM qui s'occupe des fruits et légumes, qui elle-même confirme 10%. Donc, et ça me paraît hyper compliqué. Et après, des indicateurs de résultats qui sont aujourd'hui mesurés en euros hectares et qui sont une vraie usine à gaz. Donc ça me paraît... Vous entendez que mes explications sont compliquées, et encore, moi ça fait 3 semaines que je m'énerve dessus. Donc vous imaginez ça au niveau des administrations pour la mise en place, le suivi. Voilà, donc je pense qu'il faut avoir au niveau des mécanismes. On est encore en train de complexifier encore un petit peu plus. Eh ben ouais, moi je suis pas d'accord là pour le coup. Et alors franchement, vent debout, c'est-à-dire que cette nouvelle PAC, elle est ambitieuse, mais pour qu'on arrive à tenir des objectifs ambitieux, il faut qu'on arrive à produire quelque chose qui s'énonce bien, se comprend bien, se contrôle bien. Et là, sur les mécanismes horizontaux, pour moi, c'est de la brasse coulée. Parce que le risque qu'on voit, c'est que les agriculteurs n'aillent plus vers cet instrument. Mais oui, si c'est trop compliqué, qu'ils n'y aillent pas. Donc ça sert à quoi de vouloir mettre des objectifs environnementaux très ambitieux si derrière la façon dont on les présente aux agriculteurs, les types disent oulala, va me chercher de l'aspirine tout de suite. On a déjà eu ça avec les MAE. Oui, tout à fait. Elle n'était juste pas utilisée, quoi. C'est pour ça que, vu qu'on a ce vécu passé, ça sert à rien de dire qu'on a un objectif un plan de transition d'1 an, parce que c'est pas vrai, il tiendra pas 1 an. Il faut intégrer dans cette période de transition, la transition au niveau des États membres. C'est pas que la transition à Bruxelles, c'est la transition pour que quand ça commence, ça soit fluide pour tout le monde, et notamment les agriculteurs qui vont être concernés. On parle juste de leurs revenus. Hein. Si je comprends bien, vous dites que s'il y a des objectifs environnementaux trop compliqués à mettre en place et à contrôler, les gens vont simplement se dire c'est pas grave, je prends pas en compte ça et je fais autrement. C'est ça? Oui. Donc, alors je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple bien clair, sachant qu'il y a un vécu agricole bien transversal, et je vais pas prendre un exemple
agricole, mais c'est un exemple que tout le monde comprend, y compris les députés au niveau européen. On parle de conditionnalité et on parle d'éco-scheme. Imaginez-vous que 30% de votre salaire, on vous dit, attendez, comme on veut entraîner la société vers une société qui soit plus verte, aujourd'hui, 30% de ton salaire, on te le donne en fin d'année si tous les jours tu vas au travail au vélo. Pourquoi pas? Sauf que si vous avez la grippe, pendant une semaine, vous allez être arrêté, et donc pendant 5 jours, vous n'allez pas aller au travail et vous perdez vos 30%. Donc la façon dont on va définir les objectifs et le contrôle, ça va faire que les gens vont être payés ou pas. Les agriculteurs français, il y en a plein aujourd'hui qui n'ont pas été payés pour des choses qu'ils ont découvertes a posteriori. Donc, il y a quand même aujourd'hui, quand vous discutez avec tous les agriculteurs, il y a d'un côté des filières qui ont besoin de toucher cette politique agricole commune pour survivre, et de l'autre côté, une bonne grosse inquiétude sur la capacité de technocrates velus de pondre des choses qui soient très compliquées à mettre en place derrière. Et pour faire un lien agricole, on va dire, on peut donner par exemple un exemple. L'obligation de couverture des sols après la récolte en interculture. Oui. Il y a des années où, cette année, où juste après la récolte, il fait extrêmement sec. Oui. Donc les agriculteurs, ils sèment leur couvert et ils ne lèvent jamais. Oui, exactement. En fait, il n'y a pas de couvert. Et voilà. Le constat, c'est que les agriculteurs n'ont pas assuré ce critère-là. Et donc voilà, pour aller dans le même sens. Dans le même sens. Voilà. Et donc ça, aujourd'hui, à peu près toutes les filières ont des exemples de trucs bien cauchemardesques qui leur sont arrivés. Donc c'est pour ça que moi je suis... C'est quoi la solution à ça? Parce que sinon c'est le nivellement... Non, la solution, c'est pas parce qu'on fait des systèmes de contrôle simples qu'on baisse les ambitions environnementales. Ça veut juste dire que le système de contrôle qui est mis en place, il est aujourd'hui trop compliqué. Le système des mécanismes horizontaux, il est... Enfin, quand on voit le schéma, il y a un... Je parle un peu franchement. Quand on voit le schéma du contrôle de la nouvelle PAC, il est complètement incompréhensible. Donc comment voulez-vous que des trucs qui déjà sont incompréhensibles au niveau des députés européens qui sont censés expliquer, alors que vous êtes dans le métier quand même. Alors que je suis dans le métier. Et encore heureux, parce qu'effectivement, quand je pose des questions, et même Yolanda, qui est sur la PAC depuis 17 ans, sur notamment la partie indicateur de résultats, elle me disait quelque chose, je dis mais non, ça ne marche pas que ça, tu te trompes, le raisonnement c'est l'inverse. Et au bout d'un moment, elle me dit, ouais c'est vrai, t'as raison. Donc en fait, à un moment, il ne faut pas oublier que ceux qui sont sur le terrain, on a du bon sens paysan. Donc, mais ça vient d'où ça? Je veux dire, est-ce que c'est parce que cette machine fonctionne depuis des années sur elle-même? C'est quoi le problème? Alors déjà, non, mais je suis désolée d'être basique dans ma question. En sachant qu'il y a d'autres sujets, donc il faudra qu'on accélère. C'est pas très important. Je pense que je sais pas d'où ça vient à la limite, mais ce qui est important c'est qu'on le règle. Moi, ce sera plutôt ça mon sujet, et ça veut dire aussi d'expliquer. Je veux dire, par exemple, il y a des députés européens qui pensaient qu'on ne traitait pas en bio. Voilà. Voilà. Mais, par exemple, le plan éco-phyto. Bonjour madame. Il y a le plan éco-phyto en France. Moi, j'ai eu des discussions avec des gens qui disaient ouais, on a une progression des pesticides en France, les agriculteurs jouent pas le jeu. Je dis attends, au secours. Oui, on a une progression quantitative des pesticides en France, mais vu qu'on remplace des molécules plus dangereuses, très efficaces, par des molécules moins dangereuses, moins efficaces, égale, on en met plus souvent. Donc, on progresse en volume. Non, c'est pas possible ce que tu nous dis. Bon, on vérifie la liste des pesticides, le tableau récupéré. On voit qu'il y a eu un effet de stockage du glyphosate, certes, mais le deuxième, c'est le sulfate de cuivre. Hein. Donc, le sulfate de cuivre, désolé, hein, c'est un indicateur de l'agriculture bio. Donc, plus on va développer le bio, plus on aura du tonnage. Plus on aura du tonnage. Bah oui, parce que ce sont des produits qui sont très volumineux, alors qu'en agriculture conventionnelle, on a des molécules qui sont utilisées à quelques grammes par hectare. Et en fait, comme... Bah oui. Mais du coup, au niveau européen, il y a plein de fonctionnaires qui disent mais non, mais Irène, c'est pas possible. En fait, le bio, c'est du biocontrôle. Attends, le biocontrôle, c'est des pesticides, comment te dire, voilà. Donc c'est vrai qu'il faut au moment remettre du concret. Pour avoir quelques éléments de cadrage là, sur le projet de futur PAC, moi j'aimerais savoir ce que vous pensez des propositions de la Commission, donc il y a quelques mois, la précédente Commission, dans les grandes lignes. Et puis j'aimerais également avoir votre point de vue sur les propositions de France Stratégie, de l'aide à l'actif. Voilà. Alors, même si c'est pas facile. Moi, sur le sujet de la nouvelle PAC,
elle a été votée par la Comagri, donc il faut que nous on se l'approprie, mais par rapport aux agriculteurs, on ne peut pas continuer à ne pas dire vers où on va aller. Donc pour moi, c'est un impératif catégorique que assez rapidement la commission agriculture et la commission environnement arrivent à pondre un truc un peu clair sur ce qu'on va faire sur la nouvelle PAC. Voilà. Je ne crois pas qu'on puisse perdre le temps de recommencer à zéro. Donc on a un truc, et ce truc qui existe, qui va vers des objectifs environnementaux plus ambitieux, c'est la direction, c'est un impératif catégorique aussi. Le changement climatique, les agriculteurs sont les premiers à le subir. Donc il est évident qu'on doit tous ensemble aller dans cette direction-là, mais tous ensemble, j'ai bien dit tous ensemble, c'est-à-dire, moi je crois que ce que j'aimerais dans la façon dont on travaille sur cette nouvelle PAC, ou le Green New Deal, ou le projet de la fourche à la fourchette, c'est de se dire que on ne peut plus travailler en silo fermé comme avant, et qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des gouvernances avec des élus qui travaillent un peu en suivi avec les organisations agricoles et qui ont un contact avec les citoyens et les organisations environnementales. Il faut qu'on sorte de cette confrontation pour bien arriver tous ensemble à trouver des solutions qui soient écologiques et économiques. En silo-fermé, ça veut dire quoi? Ça veut dire uniquement la Comagri ou ça veut dire... Que je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, moi, au sein du Parlement européen, je milite que pour la PAC, on sorte des positions Comagri comme Envie et qu'on ait des positions groupes politiques. Le groupe Renew, Envie et Engrie, il dit ça. Le groupe des Verts, en gros, il dit ça. Et non pas la commission agriculture du Parlement et la commission environnement du Parlement. Oui, parce que le truc qu'il y a, c'est que... Ouais. En fonction des sièges qu'il y a dans les différentes commissions, on a des majorités qui sont différentes et on peut se retrouver en situation de minorité confortable. La minorité confortable, ça veut dire que quoi qu'on dise, on sait que ça ne va pas être voté. Donc ça, c'est tranquille, on peut dire n'importe quoi. Donc du coup, en ayant... on peut vous dire, c'est pas moi, c'est eux. Je vous l'avais dit, voilà, c'est ça. Donc du coup, je trouve que ça serait beaucoup plus constructif d'avoir un engagement politique, Envie plus Agri, et qui du coup serait beaucoup plus compréhensible comme message, parce que quand on a que comme Agri qui parle ou que comme Envie, on peut rentrer dans de la technicité, alors que si on est sur une position groupe politique, on est sur une position quel est le projet de société qu'on porte à travers cette politique agricole commune. Donc je trouverais, par exemple, il y a un sujet qui est petit sujet anecdotique, mais belle prise de tête en perspective. Est-ce qu'on autorise ou pas le mot steak pour les protéines végétales? Si, c'est un grand sujet. Voilà. Et ben, ce sujet-là, ça serait intéressant qu'il y ait une position, non pas comme Agri et comme Envie, mais une position verte, une position Renew, une position PP, une position SED. Et comme ça, au moins, ça clarifiera les choses. Ok. Sur France Stratégie. Alors moi, sur les aides à l'actif, c'est un projet qui est beaucoup porté par Jérémy De Serle. Moi, comme vous l'avez entendu, donc je pense que c'est plutôt à lui qu'il faut s'adresser sur ce sujet-là. Moi, je connais plus la viticulture, où il n'y a pas de premier pilier, donc on n'a pas du tout ce sujet-là. J'aurais tendance à dire que une fois qu'on a défini les choses, comment est-ce qu'on les contrôle après, voilà. Donc je crois que le truc de France Stratégie, c'est s'ils représentent qu'eux-mêmes, non? Non? Oui. C'est pas la FNSEA, c'est pas les JA, c'est pas la CONF, c'est pas la coordination rurale, c'est pas le gouvernement. Voilà. Oui, parce qu'elle a été beaucoup communiquée. Alors après, si on rentre techniquement dans le truc, aujourd'hui, on a la convergence interne et la convergence externe qui n'est pas terminée. Donc les aides du premier pilier à l'intérieur de la France, on n'est pas en convergence, et avec les pays externes, on n'est pas en convergence non plus. Donc ils représentent que même, à un moment, il y a quand même les JA qui étaient assez proches, quand même. Voilà, donc comment dire, je pense, j'ai des réserves, je suis pas en train de faire youpi sur la table.
très clairement. Et sur les bonus-malus en fonction des... C'est-à-dire que moi j'aime bien les trucs qui se comprennent bien. Là par exemple, le week-end dernier, j'étais à Sancerre, j'ai rencontré un jeune agriculteur touché par une ICHN qui est partie, c'est le fameux sujet des pays forts, là, un truc n'importe quoi, mais alors n'importe quoi. Donc le pauvre, il était censé avoir 10 000 euros d'installation, il les a pas, il se démerde. Du coup après derrière on lui dit mais non, tu gagnes trop d'argent. Genre le type il prend ses rames, il se met à ramer. C'est un truc, franchement, il y a une violence dans la gestion de la PAC pour ceux qui se lèvent tôt le matin qui peut parfois être une incitation à des votes peut-être extrêmes. Hein. Donc il était bien énervé. Et donc du coup, il fait des céréales, il fait un peu de vigne et il fait de l'élevage. Alors... pareil sur les cultures, les machins. Et donc, il me dit, mais ces aides à l'actif, là, on entend parler, mais moi, je fais comment est-ce que, par exemple, l'aide à l'actif, il va y avoir un niveau de salaire? Et quel est le niveau de salaire de cette PAC à l'actif? Voilà. Est-ce que 8 000 € par an, c'est un chiffre qui plaît? Voilà. Donc, je peux rajouter un truc, il y a la question de la définition de différents pays. Oui. Comment vous mettez d'accord un Tchèque avec un Français, avec un Espagnol et un Finlandais sur l'actif? Sur l'actif. Moi je dis bonne chance parce que les Finlandais vous disent ah mais il y a les forêts. Oui. Ah mais il y a les forêts dans la PAC. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et puis après il y a toute la notion de surface, de surface des exploitations. Enfin, si c'est des aides à l'actif, on ne prend plus en compte la surface. Donc on ne prend plus en compte la surface, on ne prend plus en compte la surface. Oui, mais c'est pour contrer la surface. Mais par exemple, en Tchéquie, aujourd'hui, ils ont un énorme problème avec des entreprises chinoises qui achètent beaucoup d'hectares pour toucher la PAC à l'hectare. Sauf que demain, la PAC à l'actif, ils touchent quand même parce que, alors, dans les pays de l'Est, il y a un nombre d'actifs agricoles qui est surréaliste. Je crois qu'il y a 2 millions en Pologne, 1,8 million en Roumanie. Donc, et comment, une fois qu'on a ces aides à l'actif, comment on gère le problème de la convergence externe et la convergence interne qui n'est pas terminée? Puisque la convergence externe et interne n'est pas terminée, ça veut dire qu'on définit une moyenne de l'actif agricole et du coup la France, elle a 5 à 10% de son budget qui va repartir pour faire converger les plus faibles. Et l'écart entre le nombre d'actifs des pays où il y a des plus grosses exploitations et l'écart avec les pays où il y a les plus petites exploitations, il est beaucoup plus grand que le nombre d'hectares. Donc, comment on fait pour réserver les aides à ceux qui cultivent vraiment la terre? Oui, la proposition. Vous parlez des Chinois qui touchent les sociétés d'autoroutes, il y a la mafia. Oui, il y a l'armée. Il y a la reine d'Angleterre. De l'intérieur. Alors, donc, ça peut être le... Comment est-ce qu'on fait pour protéger les gens qui cultivent la terre et qui touchent les aides? Oui, et ça peut être aussi la structure... Et ça peut être aussi la structure de l'entreprise, qui possède le foncier. Parce que nous, par exemple, le Tchéquie, c'était un type de Tchéquie qui dit vous êtes gentil, vous avez un problème par rapport à la reine d'Angleterre et au prince Albert, mais nous, vous ne nous réglez pas avec le système, vous ne nous réglez pas notre problème de Chinois. Donc je crois qu'à un moment donné, cette définition de l'actif, pour qu'on passe un système d'aide à l'actif, il faut qu'on ait une définition européenne de l'actif agricole. Ben oui, mais comment avoir une définition européenne de l'actif agricole? Je pense que c'est juste impossible, quoi. Je sais pas. Voilà, donc je pense que là, pour le coup, nous avons un spécialiste de ce problème-là, qui est Jérémy de Serles. Parce qu'une fois qu'on a défini qu'on donne à l'actif, on donne à quels actifs et combien? Parce que la reine d'Angleterre, elle emploie du monde en plus. Et qu'est-ce qui perd la France aussi, parce que c'est quand même une question, ça. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce qu'il y a des simulations budgétaires? Est-ce qu'il y a des études d'impact sur le truc? Et qui contrôle comment? Donc donc je suis en dehors de mon champ de compétences sur cette réponse-là, mais ça m'a l'air bien compliqué. Moins compliqué que le report des trucs horizontaux. Alors pour passer à un deuxième sujet léger, dans les sujets qu'on avait définis ensemble, c'était toute la question autour des pesticides, des ZNT. Donc, alors, là aussi, allez-y. Alors, en fait, donc, à la base, on a bien un texte européen
ce texte européen, il dit qu'il faut protéger les riverains, les espaces naturels sensibles et les populations sensibles. Mais par contre, ce texte européen, il dit que la protection peut aller jusqu'à une interdiction seulement en cas de risque avéré, avec une notion de mesure quantitative et de réponse adaptée au risque. Donc on n'est pas forcément sur des distances fixes. Donc à la base, le gouvernement avait mis en place un super truc, c'était dans la cadre Égalim, la charte riverain. Malheureusement, la charte riverain a été retoquée par le Conseil constitutionnel. Et donc du coup là, le gouvernement est en train d'essayer de trouver une solution avec une ZNT. Moi je crois que cette ZNT, il faut qu'il y ait la possibilité d'aller au bout de la démarche, c'est-à-dire que s'il y a une ZNT, alors une fois pour toutes elle est totalement inconstructible. Il ne faut pas oublier que le problème d'exposition des pesticides, des riverains aux pesticides, c'est aussi lié à l'aménagement du territoire. Donc ça veut dire que la commune qui met en place une ZNT, elle ne va pas développer son urbanisme dans la direction des champs. Je crois que ça, ça doit être gravé dans la loi. Et effectivement, dans des zones où il y a une pression qui font que ça va être compliqué de tenir cet engagement-là, avoir des mécanismes dérogatoires de type accord local pour garder la production. Pourquoi ça a été retoqué dans la loi Égalim? Parce qu'en fait, ce qui avait été retoqué, c'est que les chartes riverains, ça pouvait être différent d'endroit en endroit, donc il n'y avait pas d'égalité territoriale. Voilà, sachant que... Alors après, moi, sur les chiffres 10 mètres, 150 mètres, je tiens juste à dire qu'il y a un truc sur Terre qui s'appelle la géographie, la topographie, et qu'effectivement, comment vous dire, si vous avez une pente, peut-être c'est 500 mètres, et peut-être que si c'est tout plat, on est sur 0 mètre ou 5 mètres. C'est-à-dire que, par exemple, on a des grosses pentes. Moi c'est le cas par exemple dans le Montpellierin, il y a des endroits, je pense à un endroit très particulier où il y a une vigne qui est un petit peu en hauteur, et donc derrière ça descend, et en bas il y a un lotissement, et donc quand il pleut ça ravine, et on peut avoir des pesticides qui s'accumulent en bas de la pente. Donc la distance 10 mètres elle est ridicule, il faut prendre en compte, mais la distance 10 mètres c'est la distance de l'ANSES. Parce que le vrai sujet, en fait, c'est qu'on a l'ANSES qui fait des mesures d'impact, et ces mesures d'impact, eux, ils vont jamais au-delà de 10 mètres. Donc c'est de là devient ce 10 mètres. C'est-à-dire que l'ANSES ne va pas au-delà de 10 mètres, donc la distance maximum sur laquelle on peut s'appuyer sur des études, c'est 10 mètres. Donc le gouvernement, il est légitime à dire 10 mètres, mais enfin, moi, quand j'ai rencontré l'ANSES, je leur ai dit, mais comment vous faites pour les terrains en pente? Et on se dit, oui. Voilà, alors comment vous faites vous concrètement dans votre cas particulier sur ce terrain en pente? Moi je pense que c'est pour ça qu'il faut de l'accord local, parce que c'est évident que il faut prendre en considération la vraie exposition au risque. Enfin, je sais pas, mais je pense que faut qu'on discute ensemble, quand je dis on, je pense que voilà, il faut que les élus locaux discutent avec les agriculteurs et les associations environnementales, parce que c'est vrai qu'on a... Ça, cette approche volontariste, vous croyez qu'elle est efficace? Oui. Nous, en tout cas, alors, je le dis avec d'autant plus de facilité que sur le Grand Pic Saint-Loup, on a travaillé sur le schéma de cohérence territoriale, donc qui est un peu le règlement qui fixe la liberté ou pas des maires dans leurs plans locaux d'urbanisme d'aller dans telle direction ou telle autre. Et donc, ce qu'on avait défini et qui est opérationnel sur le SCOT du Grand Pic Saint-Loup, c'est que dès qu'on va urbaniser une terre, c'est-à-dire on va changer la destination d'une terre agricole ou naturelle pour y mettre des maisons dessus, on va donc rapprocher des habitants, donc des riverains, d'une exposition pesticides. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a la possibilité et d'organiser et de financer la protection des 10 riverains en mettant en place ce qu'on appelle des zones tampons, avec plantation de haies et zones non édificantes sur des reculs. Donc moi, j'avais proposé 20 mètres. Voilà. Et ça permet de régler le problème quand on est dans des zones d'extension urbaine.
Après, quand on est dans des zones de régression urbaine, il faut quand même regarder s'il y a un problème ou pas. Vous avez bien vu qu'il y a des maires de petits villages, dans certaines zones qui se dépeuplent, qui sont plutôt en train de dire on va interdire aux gens de faire pipi dans les vignes, pour bien montrer que eux, ils n'avaient pas le sujet de l'exposition aux pesticides. Ils étaient beaucoup plus dans garder les habitants chez eux. En plus, bon, sur l'exposition aux pesticides, le mot pesticide, il est horrible, mais il faut bien savoir qu'on parle des médicaments de la plante. Donc les médicaments de la plante tuent les maladies de la plante, donc en ce sens-là, c'est des pesticides, de la même façon que les médicaments qui nous soignent tuent la maladie quand on est malade. Cependant, ça ne veut pas dire qu'ils... Oui, c'est ça. Oui. Ben oui, oui, tout à fait. Les médicaments aussi. Mais à partir du moment où on est exposé. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, quelles sont les filières qui exposent les riverains au risque? Celles qui pulvérisent, on est d'accord. Donc celles qui pulvérisent aujourd'hui, on est quand même sur des matériels de traitement avec des rampes de récupération, du confinement. On est sur des dérives 0 mètre au niveau des autorisations de mise en marché. Donc voilà. Est-ce que quand, et je dis ça avec d'autant plus de surprise que dans le même temps, on peut, en tant que citoyen, acheter des insecticides bio qui sont des vrais lance-flammes à la biodiversité dans tous les magasins, sans se poser du tout la question de la dose et des pratiques et des conséquences que ça peut avoir. Donc aujourd'hui, les agriculteurs, quand ils traitent, ce sont des professionnels. Il n'y en a pas, alors déjà, il n'y a pas un agriculteur qui se lève le matin en se disant « Waouh, je vais tuer la terre entière ». Deuxièmement, dans leur choix technique, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, tous les agriculteurs en France ont le certificat. Donc tous les agriculteurs aujourd'hui en France ont été formés à ne traiter que quand la maladie est en train de se développer avec des doses qui correspondent au risque, voire même aujourd'hui des incitations à traiter avec des sous-doses pour éviter tout surdosage. Et quand on traite à faible dose, on a moins de produits toxiques qui est relargué puisque l'ensemble des molécules actives sont occupées à lutter contre la maladie, donc on a moins de relargage. Voilà, donc aujourd'hui, moi je crois que la peur des pesticides par rapport aux évolutions de la filière, voilà, il faut rediscuter ensemble. Je pense que des opérations comme Bienvenue à la ferme pour montrer comment ça se passe, de quoi on parle, ce sont des opérations qui sont très importantes. Je vais vous donner aussi des petites informations, parce que moi ça me fatigue un peu. On a l'impression que c'est un truc qui vient de sortir et que les agriculteurs, ils s'en intéressent pas depuis longtemps. Par exemple, au niveau de la vigne, donc une des filières les plus pulvérisantes qui existent en France au niveau des pesticides, et ben là, on a des cépages résistants. Et ben les cépages résistants, ça a mis 20 ans. Donc ça veut dire que ça fait 20 ans qu'il y a des vignerons en France qui ont pris des petits pinceaux et qui se sont dit comment je peux moins traiter. Voilà. Donc à un moment donné, ce sujet-là, les premiers concernés, ce sont les agriculteurs. Et c'est pareil en grande culture. Et c'est pareil en grande culture. Voilà. On a aussi eu le développement de l'agriculture, des auxiliaires de culture. Aujourd'hui, moi, sur mon terroir d'élection, on a tout le syndicat des vignerons du Pic Saint-Loup qui, suite à des autodiagnostics biodiversité, on a installé des trucs pour les chauves-souris, des abris à chauves-souris, parce que les chauves-souris bouffent des insectes qui développent le ver de la grappe, et comme ça, il n'y a plus d'insecticides. C'est ça l'agriculture d'aujourd'hui. Voilà. Et donc moi je trouve que le côté ZNT 10 mètres, ça s'adresse aux vignerons ou aux agriculteurs des années 70, et du coup, ceux qui sont aujourd'hui à la tête d'exploitation, ils se demandent si on les prend pour des sauvages ou quoi. Hein. Et il faut voir que les vignerons dont je vous parle, les mêmes peuvent se retrouver braqués par un fusil en disant « espèce de saligo, t'es en train de traiter ». Dans l'endroit où je suis aussi, il y a un maximum de vignerons qui sont passés en bio. Le bio, l'année dernière, on a traité beaucoup plus souvent. Oui. Et on n'a jamais eu autant de plaintes au niveau des communes. Oui, ils co-traitent de plus en plus, c'est saligo. En fait, et d'ailleurs, c'est ce que...
Et il traite la nuit en plus. Et donc, moi, Michel Rivasi, elle me disait ça, et je lui dis, bah, tu devrais être contente, parce que si tu as des vignerons qui ont traité une vingtaine de fois l'année dernière, c'est qu'ils sont en bio. Donc, ils vont dans la bonne direction. Donc, voilà. Ça, c'est super difficile à faire comprendre. Oui. Il y a un point moi, qui me semble intéressant, c'est que peut-être que ça n'a pas de sens. Non. Enfin, dans chaque évaluation de produit, il y a quand même aussi des évaluations des distances. C'est 10 mètres maximum. Oui, mais peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faut, pour chaque produit, déterminer où est-ce qu'on peut... En fait, c'est le cas, c'est le cas, parce qu'aujourd'hui, toutes les molécules, elles sont... Il y a des révisions de... c'est pas du tout pris en compte dans les ZNT. C'est pour ça qu'on fait... Enfin, c'est pas pris en compte, oui. Oui, dans la ZNT, elle tombe comme un coup près, sans différencier alors qu'effectivement, les produits ont déjà, quand ils sont révisés, ils ont leur propre ZNT, voilà. En fait. Et sachant qu'après, si on parle d'avoir moins d'impact environnemental avec les produits pesticides, mais pas que, il y a aussi des sujets assez amusants qui sont l'autorisation de l'agriculture de précision. Et l'autorisation de l'agriculture de précision, il y a eu un forum la semaine dernière justement sur un peu toutes les nouvelles technologies qui pouvaient se développer pour permettre de traiter moins. Et par exemple au Portugal, on a des expériences qui sont assez concluantes avec des petits drones. Donc aujourd'hui, avec de la vision satellite, de la modélisation météo, on peut arriver à se dire qu'une maladie elle va se développer là. C'est un peu comme nous quand on attrape un rhume, si on se soigne le premier jour, on n'est pas malade pendant 15 jours, ce qui moi m'est pas arrivé. Donc du coup, je traite ça depuis 3 semaines. Et donc, du coup, cette agriculture de précision, on peut avoir des toutes petites surfaces à traiter très tôt. Et pour là, le drone, c'est d'en faire. Le petit drone trader, sauf que, vu que c'est de la pulvérisation aérienne, c'est interdit. Donc voilà. Et en plus, pour arriver à avoir des drones qui soient reconnus comme matériel agricole, il faudrait des organismes certificateurs. Or, on a une réduction des normes d'organismes certificateurs. Donc, on a un vrai sujet sur, et c'est le sujet du Green New Deal, pour résister au changement climatique, l'agriculture a un rôle essentiel à jouer et elle doit être accompagnée par de la recherche, du développement, mais également des autorisations pour faciliter le déploiement des nouvelles technologies qui permettraient d'être beaucoup moins invasifs. Alors, est-ce que ce sujet ZNT est discuté au niveau européen ? Bien sûr. Puisqu'il y a des... en fait, il y a un texte européen, et du coup, moi, j'ai demandé, par exemple, une revue des textes par pays. Il n'y a aucun pays qui a pris une ZNT comme la France. Hein. Là, pour le coup, on a déjà tout un tas d'expériences qui ont été faites dans d'autres pays, mais pas ça. Alors, pour avancer, parce qu'il est 35 et il ne nous reste pas énormément de temps, il y a un sujet sur lequel vous vouliez pas mal intervenir, c'est autour des sanctions américaines. Oui. Donc, effectivement, là, aujourd'hui, en fait, le secteur de la vigne, c'est un peu compliqué parce que on a vu dans les années, ces dernières années, une amélioration de la qualité, une montée en puissance de la qualité. D'ailleurs, Phil Hogan avait pris en exemple cette filière en disant voilà une filière qui sait s'adapter. Donc du coup on est allé plus vers l'exportation. Oui. La majorité des régions sont parties plus vers l'exportation et aujourd'hui retour de flamme. Oui. Donc c'est vraiment complexe. Comment gérer cette problématique? Et puis, comment faire face en fait à ces sanctions? Déjà, pour la filière viticole, mais pas que la filière viticole, puisque le premier produit touché en Europe, c'est le whisky écossais. Le deuxième, c'est le vin français. Après, je crois... En valeur. L'huile d'olive. Hein? Fromage italien. Fromage italien. L'Italie arrive en quatrième position. Je crois que c'est l'Espagne avec les olives et l'huile d'olive. Donc on a, au total, théoriquement, on doit lever 6 milliards d'euros de taxes douanières chaque année, supplémentaires, sur un certain nombre de produits. Donc sur l'aéronautique, ça a été mis à 10%, sauf si c'est des pièces détachées qui sont montées aux États-Unis. Et puis, pour le vin, c'est 25%. C'est-à-dire que concrètement, en France, là tout de suite maintenant, on parle de 300 millions d'euros de sanctions douanières sur la partie viticole et de 200 millions d'euros sur la partie aéronautique, chaque année.
on a, pour moi, un déni de la Commission. C'est-à-dire, les chiffres sur les États-Unis des exportations viticoles étaient excellents. Et donc, en fait, j'ai rencontré quelqu'un de la DG Agri qui disait « Oui, il y a eu des impacts de stockage. » Non, il n'y a pas eu des impacts de stockage. En fait, quand l'OCM s'est mis en place, la filière viticole, mais pas que, mais la filière viticole a décidé de ne pas avoir d'aide du premier pilier et d'avoir un pot commun pour, d'un côté, favoriser les investissements qui permettent d'améliorer la compétitivité, la qualité, l'empreinte environnementale, et de l'autre côté, des campagnes de promotion collective qui créent des nouveaux marchés. Et c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, avec l'impact en même temps d'un opérateur australien et des campagnes européennes. On a fait rentrer des jeunes Américains dans la consommation de vin. Ces jeunes Américains, maintenant, ils ont 10 ou 15 ans de plus, donc ils sont sur un modèle de consommation occasionnelle. Et donc le marché américain, il était en croissance comme ça. Donc comme il était en croissance comme ça, on a aussi Barack Obama qui avait dit qu'il aimait bien les rosés de Provence. Alors là, les rosés de Provence comme ça. Et malheureusement, là, 25% de taxes en plus, ça met un stop, mais d'une violence délirante. Le pire violence, ça a été le Beaujolais nouveau, puisque eux, en fait, ils ont appris, alors que les containers étaient en mer, et que c'était absolu. Donc les prix de vente consommateurs du Beaujolais nouveau, ils étaient fixés. La répartition de la marge du Beaujolais nouveau, c'était fixé. Et là, il y a quelqu'un qui doit payer 25% de taxes ad valorem. Donc, c'est bien connu, hein, aux États-Unis, $1, c'est $1. Donc on peut dire qu'il y a eu... tous les importateurs ont essayé d'avoir des remises de prix de 25%. Il y a dans des cas où c'est des politiques avec des partenariats un peu plus à long terme, des solutions de dire on va essayer de couper le truc en 3. Le producteur il baisse son prix de 10%, l'importateur il baisse son prix de 10% et le retailer il baisse sa marge de 10% et, voilà, et de 5%. Voilà. Donc ça ce sont des options qui permettent de tenir peu de temps, oui. Sachant que là ce qui est quand même très choquant, c'est qu'on parle de perte de parts de marché du jour au lendemain, qui étaient des parts de marché qui avaient été conquis depuis 1997. Donc c'est quand même beaucoup d'investissements qui sont foutus en l'air juste comme ça. Pourquoi perte de parts de marché ? Pour deux raisons. D'abord, en ce moment, on est en fin d'année. Fin d'année, aux États-Unis, c'est le moment où les importateurs référencent les vins et fixent les tarifs pour l'année prochaine. Ça veut donc dire que les solutions qui ne sont pas trouvées au niveau commercial d'ici la fin de l'année, ça veut dire des déréférencements pour l'année prochaine secs. Et la Provence, par exemple, ils ne savent absolument pas, les vins, ils sont produits en Provence. Donc, si ils ne sont pas vendus aux États-Unis, il va falloir que la Provence, là, vite, elle trouve des nouveaux marchés pour dans quasiment toutes les régions, les États-Unis arrivent en tête oui. des exportations. Voilà. Donc, et sachant qu'en même temps, on a le Brexit, et en même temps, alors on avait la Chine qui avait changé sa loi, ça veut dire que pour la filière viticole française, le risque politique est beaucoup plus violent que le risque climatique pour lequel au moins on a des assurances qui fonctionnent. Il n'y a pas de système assurantiel qui fonctionne pour le risque politique. Donc vous dites c'est 300 millions d'euros de charges, pas de taxes en plus, oui. C'est ça. On a une idée de combien ça pourrait, vous dites, des déréférencements secs on pense que ça pourrait couper 50%. Des importations 50%. Oui. Donc aujourd'hui sur 1,2 milliard, oui. ça pourrait couper de moitié oui. Ces exportations-là. Oui. Ça, c'est au pire. Okay. Sachant que du coup, il y a plusieurs sujets. Donc, alors, il y a donc ces campagnes de promotion collective sur lesquelles l'ensemble de la filière demande quelque chose qui est frappé au coin du bon sens et sur lequel on les accompagne sur cette résolution qui est votée la semaine prochaine. Ils veulent de la souplesse. C'est-à-dire que dans certains cas, ce qui se passe aux États-Unis va devenir une opportunité de marché. Je prends un exemple. En gros, on parle d'augmentation du prix de vente consommateur de 2, 3, 4 $ la bouteille en fonction des prix de vente, sans aucune amélioration qualitative. Donc on va pouvoir avoir du trading down.
Par exemple, on a de la Bourgogne qui peut se retourner ailleurs, et par contre, il y a un marché du chardonnay origine France à $17, et ben peut-être que le Languedoc peut prendre cette place-là pour pas avoir Donc du coup, peut-être que certaines régions vont avoir une volonté de continuer à investir en communication sur les États-Unis, et d'autres régions vont avoir besoin de très rapidement trouver des nouveaux débouchés. Moi, je vais la semaine prochaine, je crois, on va en Provence, on va rencontrer toutes les personnes pour voir un peu qu'est-ce qui peut être fait, sachant que pour le Beaujolais nouveau ou pour la Provence, c'est pas des vins qui vieillissent, quoi. Donc, normalement, en fin d'année, il n'y a plus rien qui n'est pas fléché. Oui, on va stocker très longtemps. Voilà. Donc, je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'informations sur ce sujet-là. Et du coup, voilà, il faut que d'un côté, l'Union européenne mobilise les fonds qui existent au sein de l'OCM pour accompagner ce problème-là. Et puis, c'est l'objet de la lettre. Voilà, et c'est l'objet de la lettre qu'on a fait, et également de la résolution qui est votée au Parlement la semaine prochaine. Et justement, sur ce que vous demandez, vous dites soit trouver une solution avec les États-Unis, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de la diplomatie, je ne sais pas où ils en sont. Si ça ne marchait pas, augmenter les propres droits de douane dans l'affaire Boeing. Est-ce que c'est ça qui va vraiment solutionner le problème de la viticulture française? Non. Alors cette lettre, c'est une lettre qui a été co-rédigée avec y compris ceux qui étaient au niveau du trade et tout ça. Donc on demande une solution du problème, mais la vraie demande que moi je porte en tant qu'eurodéputé, c'est la demande de la résolution la semaine prochaine, et notamment la mobilisation des outils OCM tout de suite maintenant, pour que... voilà. La résolution, il n'y est pas, parce que pour le coup, on ne peut pas vous la donner. Elle n'est pas encore... Elle est en train d'être discutée avec les autres groupes politiques. Pour l'instant, on a la position du groupe Renew, et après, il y a des négociations et des amendements qui sont faits par les autres, mais qui est effectivement une résolution qui est spécifiquement sur l'OCM. L'OCM, pardon. En fait, Organisation commune de marché. Voilà, dans la PAC, il y a un truc spécifique sur la viticulture et les fruits et légumes. En fait, ceux qui ne touchent pas le premier pilier. Ceux qui ont dit, nous, on s'en fiche d'avoir des aides aux revenus, on préfère travailler ensemble pour construire une valeur ajoutée de filière. Il n'y a que fruits et légumes et ça pourrait permettre de compenser le manque à gagner, entre guillemets. En tout cas, le manque à gagner... on le compensera pas. Par contre, ce qu'il faut, c'est qu'on trouve des nouveaux marchés, des débouchés. D'accord. Voilà. Et surtout, parce que en fait, ces campagnes de promotion, une fois qu'elles étaient engagées, il y avait donc en fait, je réexplique. Donc, quand l'organisation commune des marchés s'est mise en place, la filière viticole, mais également les fruits et légumes, on dit, nous, on ne touche pas de premier pilier, par contre, on veut ensemble décider de notre avenir. Donc, par exemple, s'il y a une innovation qui permet de traiter beaucoup moins, eh ben, on veut pouvoir mobiliser des fonds européens pour que l'ensemble des viticulteurs achètent cette technologie très vite, avec des taux de financement 50, 80% en fonction. Voilà. Donc ça c'est une partie de l'OCM sur la partie investissement. Mais on a aussi ces campagnes de promotion commune pour défendre la valeur ajoutée, faire connaître nos produits. Et donc sur les États-Unis, sur l'ensemble de cette enveloppe, il y avait à peu près 50 millions d'euros qui étaient sur ces campagnes de promotion pour les vins français sur les marchés tiers à l'Europe, dont à peu près, à vista d'Enas, 10 millions d'euros sur les États-Unis. Cet argent-là, normalement, une fois qu'il est engagé, le deal, c'était de terminer la campagne. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est là, on fait open bar, on rend tout souple. Ceux qui sont engagés sur les États-Unis et qui pensent qu'ils ont une opportunité de faire plus sur les États-Unis, on leur laisse le faire. Ceux qui veulent reprendre leur bille et aller sur la Chine, parce qu'ils pensent qu'il y a plus à faire sur la Chine, ils y vont. Donc souplesse, en fait, souplesse, sans pénalité, sans perte d'enveloppe, et également mobiliser des enveloppes supplémentaires peut-être pour faire... Parce que les enveloppes sont allouées pour la promotion sur un marché. Sur une région et pas une autre. Si vous ne les dépensez pas, vous avez des pénalités. Voilà, en plus, de 10%. Ok.
Hein, donc aujourd'hui, certains, ce serait complètement idiot de continuer à aller faire de la promotion sur les États-Unis alors qu'ils savent que le marché est fermé pour eux. Et comme le Bajon, mais si vous ne le faites pas, vous êtes pénalisé. Voilà. Donc du coup, c'est vraiment un message aussi politique par rapport à la filière, de dire, voyez, on a compris ce qui vous arrive, on réagit vite, on réagit professionnellement sur vos demandes, et après, derrière, avoir un peu un comité de pilotage au cas par cas, en fonction des régions. Très concrètement, il y avait des régions qui allaient bien, des régions qui étaient un peu en train de tousser, et puis il y a des régions qui sont particulièrement touchées. Donc la région qui était déjà en train de toucher, c'était le Bordelais, et les deux régions qui sont particulièrement touchées, c'est Beaujolais et Provence. Sur ces régions-là, il faut être à l'écoute et tous ensemble. Faire qu'on passe. Et vous avez bon espoir que ça passe? Nous, la résolution au niveau du Parlement européen, elle va passer. Oui. La difficulté qu'il y a, c'est que, encore une fois, ces filières-là, comme ça fait depuis 97 qu'elles bossent tranquilles ensemble, du coup, on n'a pas l'habitude d'avoir des manifestations de vignerons. Et donc, c'est un peu comme si ils n'avaient pas le droit de se plaindre. Mais en fait, moi, je viens d'une région où il y avait la distillation, on a eu 200 000 hectares d'arrachage, personne ne voulait être vigneron parce qu'on ne gagnait pas notre vie. Et donc, le fait qu'il y ait eu cette organisation où, ensemble, toute la filière, et Katrina, elle le voit, la filière viticole est d'un côté très morcelée et de l'autre côté super organisée. Les caves coopératives, c'est 100 000 adhérents, mais d'un autre côté, au niveau européen, moi j'ai un interlocuteur, puis je peux vous dire que l'information, ça descend puis ça remonte. Donc on a une filière qui est hyper organisée, qui est vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe. Donc nous, cette filière-là, elle a aussi développer les signes de qualité qui étaient une spécificité européenne. Et aujourd'hui, la deuxième phase l'autre phase de la médaille, c'est qu'effectivement, quand on a un signe de qualité, c'est hyper facile de faire des rétorsions ciblées. Et en fait, Trump, il a ciblé des produits où ça faisait mal. Et donc du coup, où il y a une substitution. Et en plus où il y a une substitution américaine possible. Donc du coup, je crois que c'est vraiment important de ne pas négliger la détresse humaine et économique qu'il peut y avoir sur la filière viticole dans ces régions. Vous pensez que les choses peuvent se dégonfler sur ces mesures, sur ces rétorsions ou ce risque d'enchaînement? Alors le truc, c'est que pour que ça puisse se dégonfler, il faut déjà qu'il y ait une négo qui se termine sur le sujet de fond, qui est le sujet Airbus-Boeing. Donc quand ça sera réglé, ça sera réglé. Ça fait quand même 15 ans qu'ils se mettent sur la figure, donc voilà. Maintenant, moi, quand j'entends le directeur général adjoint de la DG Agri qui dit en fait, il y a eu des effets de stockage aux États-Unis, rien du tout. Il n'y a pas eu des effets de stockage. Il y a eu un développement du marché qui était le résultat d'investissements des producteurs européens sur un marché et grâce à la PAC. Et grâce à la PAC. Et donc aujourd'hui, je crois que on doit continuer à accompagner les producteurs pour trouver des solutions hyper rapides sur après, le prochain millésime, les trucs, c'est des filières qui sont organisées. La résolution est assez cohérente aussi, cette souplesse est aussi cohérente avec ce qu'a fait Emmanuel Macron, la reconnaissance en Chine permettrait, par exemple... Par exemple, la Chine, c'est un bon sujet, ça permettrait de partir de ce côté-là. Si la Chine redémarre un peu, sachant pas la reconnaissance des appellations, c'est ça. Notamment des vins français. Voilà. Et là, vous parlez uniquement de la France, Trump qui s'est adressé aux Européens. Donc, qu'est-ce que vous faites au niveau global? Pareil. C'est-à-dire en comprenant le whisky, le fromage, etc. Est-ce que c'est une action agricole européenne? En fait, on demande la même chose parce que en fait, le whisky, c'est le même mécanisme. Sur les signes de qualité, c'est le même mécanisme, les mêmes campagnes de promotion. Donc en fait, on demande que les outils qui sont prévus pour accompagner ces filières soient mobilisés pour leur permettre de passer le cap. En tant que députée européenne, je m'occupe aussi du whisky écossais.
qui est touché, mais pas le whisky irlandais. Nous avons rencontré le parmesan. Pareil, le parmesan, le pecorino. Très preneur de cette résolution. Voilà. Et aussi, c'est aussi peut-être un moyen de faire, en faisant des campagnes où on montre que on peut le fromage italien, l'huile d'olive espagnole ou les olives espagnoles, le vin français, le vin allemand, le whisky écossais, tout ça, ça fait partie d'un art de vivre européen. Ça a du sens aussi, quoi. Sachant que, soit dit en passant, je tiens à dire aussi un point, c'est que si vous regardez les choix, les motivations des choix touristiques pour les touristes qui viennent visiter l'Europe des pays tiers, il y a un lien absolument direct sur la qualité des paysages liés à ces signes de qualité. Quand on va en Écosse, on va aussi à la découverte des whiskies écossais. Quand on vient en France, on a aussi une partie du tourisme qui est liée à visiter certaines régions. Quand on va en Italie, c'est la même chose. Donc n'oublions pas que toutes ces campagnes de promotion, c'est aussi des campagnes qui ont des retombées sur une économie locale à travers le tourisme. Et la gastronomie. La Commission de renégocier avec les Américains, est-ce qu'il y a un poids politique bien sûr, derrière tout ça? Bien sûr. On n'entend pas parler? Ah bah oui, c'est pour ça que je suis là aussi. Hein, mais le gouvernement a aussi demandé à la Commission. Donc, les gouvernements, le Parlement. Donc, le Conseil a demandé. Une résolution du Parlement, c'est pas neutre. Hein, c'est pas là pour le coup au niveau du groupe Renew, c'est depuis la dernière mandature, c'est la première fois qu'ils ont une résolution qui est portée par eux, qui est une résolution qui va être votée en plénière comme ça, celle-là. En tout cas, manifestement, ils sont, je peux vous dire, ils sont comme des fous. Hein, je vous vois dubitatif. Non, je vous écoute. C'est-à-dire que généralement, c'est plutôt les autres gros groupes qui arrivent en premier avec des trucs comme ça, compte tenu de leur poids. Et ça donc, va être la bataille du feu, un peu, c'est un peu ça, c'est la première. Oui, mais voilà, c'est vraiment, voilà, au début, quand on a amené ce sujet qu'il fallait à tout prix mettre la Commission face à ses responsabilités sur la mobilisation des outils qui sont prévus pour. Donc, je veux dire, les outils sont prévus pour, ils les mobilisent. Il ne va pas tortiller autour du popotin pendant longtemps. Que sur ce sujet-là, vous êtes soutenu par le gouvernement. Je pense, ah oui, par tout le monde. D'accord. Par tous les groupes politiques, oui, bien sûr. C'est compliqué de voter contre pour le Parti populaire, par exemple, c'est compliqué de voter contre. Mais les socialistes aussi, je veux dire. C'est compliqué de voter contre quelque chose. Quand on a eu l'idée, au début, on en a parlé avec les différents coordinateurs agricoles des différents groupes politiques. Je peux vous dire que le soir même, il y avait la ministre de l'Agriculture italienne qui commençait à faire des vidéos de tous les côtés avec une grappe de raisin, du fromage, pour expliquer voilà, tout ce que c'était. À un moment donné, on se fait attaquer sur notre culture aussi. Donc voilà, donc nous, on est là pour répondre présent. C'est aussi, excusez-moi de dire ça, mais les sanctions américaines, elles datent la décision de l'OMC, elle date du 2 octobre. Les décisions, l'information sur les sanctions, ça date du 3 octobre. Les sanctions ont commencé le 18 octobre. Oui, et ben nous, on a déjà le texte, on a déjà envoyé la lettre, on a déjà le texte de la résolution qui est en cours et ça va être voté en plénière. Voilà. Donc ça aussi un moyen de montrer que cette Europe qui est si loin, ben finalement, elle est peut-être pas si loin et elle est peut-être pas si lente. Donc la plénière, c'est quand ? Strasbourg, le 25, 26. Voilà. C'est voté théoriquement le 28 novembre. Le 26 novembre ? Oui. Le 28. Ça vote le jeudi. Ouais, ça vote le jeudi. Alors on aurait bien aimé le faire avant, mais il y a des délais de procédure, donc on ne pouvait pas être prêt pour la plénière d'avant. Donc voilà, c'est un moyen aussi voilà, d'informer sur un sujet dont on ne parle pas assez, qui sont ces sanctions américaines. Alors, il faut, voilà, de se dire, c'est pas parce que la filière viticole en France est celle qui a les meilleurs revenus que ça peut pas changer, qu'on peut pas avoir des cas humains très compliqués dans certaines régions. Beaujolais par exemple, Beaujolais nouveau, les types, je sais pas dans quel état ils sont. Hein, en tout cas, moi j'ai discuté avec une députée du coin, c'est terrible. Vous avez expédié votre truc, vous apprenez qu'il va y avoir 25%, c'est-à-dire votre marge qui disparaît. Et également, je voulais vous parler d'un point, en fait ces 25% de taxes, ça peut être 40% de marge. Parce qu'en fait, les États-Unis, c'était un pays qui était plutôt preneur
de vin haut de gamme français. Et du coup, pour les opérateurs qui vendent beaucoup... Bah, oui, sauf que le Beaujolais nouveau... Peut-être que c'est du haut de gamme. Oui. Ils n'ont pas le même niveau. Ouais. Ah, voilà. Mais... Bah, en fait, c'était un marché essentiel pour le Beaujolais nouveau. Le Beaujolais nouveau, aujourd'hui, les gros marchés, c'est... Le marché français a baissé aussi. Oui. Il y a États-Unis, Japon, France. Quoi, donc, et du coup, mais la Provence, par exemple, aussi, c'est des vins plutôt haut de gamme. Et donc, du coup, le fait d'avoir ces déréférencements, en fait, on va perdre des clients qui achetaient les vins plutôt plus chers. Donc, ça a un impact sur la marge qui n'est pas du tout de 25%, qui peut être de 40%. Est-ce que c'était clair ou pas Oui, tout à fait, oui. Ces gens-là, si c'est des vins haut de gamme, pourront payer un peu plus, quoi. Enfin, moins, mais pour qu'ils puissent payer un peu plus, il faut que les acheteurs confirment la référence. Oui. Or, c'est pas dit. Oui, c'est ça. Ah bah il y a eu des cas de déréférencement. Moi je connais des cas d'acheter avec les 25% de plus pour le répercuter. Et ils n'ont pas forcément envie de le répercuter, donc ils font pression sur. Voilà. Alors je vais vous le dire de manière encore plus claire. J'ai fait le tour de tous les copains, toutes les régions, toutes les popotes. J'ai pas eu un qui m'a dit que les 25% étaient passés. Donc, il n'y en a pas un, zéro. Donc il y a 25% où l'importateur il dit baisse ton prix de 25% ou on arrête. Il y a eu merde, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, combien de temps va durer cette connerie? Donc écoute, est-ce que tu peux payer baisser ton prix de 12%, l'agent il baisse un 1. Et après, il y a des trucs dont je parlerai pas, qui sont d'une illégalité totale, mais... Après, il y a le quatrième cas qui est de vendre en vrac et à des conditions aux États-Unis, qui est une perte d'emploi pour en la ruralité. France. Oui, énorme. Et qui est déjà en cours. Comment ? Oui. Sachant que, et alors il y a aussi le fait qu'aujourd'hui ne sont pas taxés les vins à plus de 14 degrés. Donc comment vous dire que tout ce qui part sur les États-Unis aujourd'hui, ça fait au moins 14,1 et que dans les caves, tout le monde cherche des plus de 14 degrés. Bah oui. Sauf que c'est... Bah oui, bien sûr. Bah oui. Sachant que du coup, si on est à 14,1, alors là pour le coup, on envoie des quantités parce qu'on se dit que peut-être ça va changer. Demain, il se rend compte que ça marche pas alors. Et c'est aussi le charme de cette filière d'arriver aussi rapidement à s'organiser sur des sujets comme ça. Voilà. Moi, j'ai pas compris pourquoi il y a eu cette barre de 14 degrés. Qu'est-ce que comment vous avez appliqué ça? Non, c'est les catégories douanières. C'est les codes douaniers existants en fait. Ah oui, d'accord. En fait, je pensais que c'était un problème de concurrence avec les vins californiens. Non, en fait, c'est les codes douaniers existants. Il a ciblé des codes douaniers et les codes douaniers, on a plus de 14 degrés, moins de 14 degrés. D'accord. Un dernier sujet. Oui, un dernier sujet. Donc, on vous laisse choisir du coup parce que le sujet un peu d'actualité, c'est qu'on avance beaucoup sur ce Green New Deal. Et moi, j'ai particulièrement fait avancer deux sujets. Donc, en anglais, celui qui s'appelle Farm to Fork, c'est-à-dire la notion d'un plan alimentaire territorial européen, en fait, à peu près. Ça, moi, j'y crois beaucoup parce qu'on a déjà des études assez flippantes sur le fait qu'en 2050, on serait... Et ça, moi, j'ai des éléments que je peux vous faire passer. En 2050, on serait 10 milliards d'habitants sur la planète. Et donc, il faudrait que la productivité agricole augmente de 50%. Donc comment on fait? Est-ce qu'on met des nouvelles terres en production? Est-ce qu'on augmente la production des terres existantes? Est-ce que la lutte contre le gaspillage alimentaire ou le gaspillage dans toute la filière agricole est suffisant pour faire face à ça? Donc voilà, donc il y a un vrai sujet. On a une énorme pression sur l'eau dans ce cadre-là, parce que les gens, non seulement ils doivent manger, mais ils doivent boire. Et pour produire l'alimentation, on a aussi besoin d'eau. Voilà, donc il y a un vrai sujet sur Farm to Fork, où on propose, en s'inspirant un peu du pacte de Milan, de mettre en place des gouvernances locales pour développer une meilleure autosuffisance alimentaire européenne
mais également au niveau mondial, de faire en sorte qu'on arrive à produire cette alimentation et qu'on se pose les bonnes questions pour arriver à la produire. Est-ce que dans les bonnes questions à se poser, il y a la gestion des NBT? Oui, moi je l'ai posé. Moi j'ai posé. Ah bah, je l'ai posé. J'ai dit exactement ça, c'est que jusqu'où on est prêt à aller dans l'innovation. Voilà. Vous en pensez quoi là? Moi je pense qu'il faut qu'on se pose la question, hein, bien sûr. Après, oui. Non mais quelle est votre réponse? Alors, je ne veux pas faire la fille qui répond pas, bien entendu, j'ai un avis personnel et qui évidemment transparaît sur le fait que je pose la question. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on décoince les situations. Et pour décoincer les situations qui sont bloquées sur un certain nombre d'innovations, c'est par de la gouvernance autrement. C'est-à-dire en travaillant avec les associations environnementales, avec les opposants au NBT, pour leur montrer, bon, voilà, quand même, là, globalement, si on n'autorise pas les NBT, voilà les conséquences. Et est-ce qu'on assume collectivement les conséquences? Est-ce que vous y croyez encore? Parce que enfin, voilà. C'est vrai que moi j'ai beaucoup de doutes en fait. Alors moi je me souviens de l'autorisation des copeaux en France. C'est un autre sujet, mais ça n'a pas été une mince affaire. Non, et en fait on a pas du même ordre quand même. Ouais. Non mais là c'est rien, c'est bah, le truc c'est que par exemple, vous avez sans doute, et ça vous concerne d'ailleurs cette filière, enfin vous savez les essais de l'INRA sur justement des plants de vignes résistants, où il y avait eu un travail formidable de la filière, de l'INRA, etc., qui avait effectivement réussi à trouver un consensus pour mettre en place l'expérimentation. Et en fait, ça a été détruit aussitôt qu'ils l'ont mis en place. D'ailleurs, le chercheur de l'INRA est parti aux États-Unis. Toute l'équipe est partie, toute la connaissance scientifique est partie aux États-Unis aussitôt après. Et on se dit, est-ce qu'il y a vraiment le moindre espoir d'arriver à une situation? Moi, je pense que l'espoir, c'est d'expliquer que c'était pas mieux avant. Il faut arrêter les conneries à dire que c'était mieux avant. Je veux dire, avant, on traitait avec de l'arsenic. Donc, les innovations sont toujours transgressives. Et les innovations d'aujourd'hui, c'est les traditions de demain. Je veux dire, voilà. Et qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose les questions. Je veux dire, je suis contre les OGM, je suis pour les NBT. Voilà. À un moment donné, si le truc qu'on met en place, c'est juste aller plus vite que le pinceau, c'est ça, je veux dire, la sélection génétique. Si on prend les techniques naturelles, on prend un pinceau, on a une fleur et on pollinise et on attend un an. Et on attend un an. Et on fait ça pendant 20 ans et on obtient, d'ailleurs, c'est comme ça que les cépages résistants au domaine de la complobette ont été développés. Maintenant, si aujourd'hui, avec la connaissance moléculaire qu'on a, on sait que le gène de telle maladie, c'est ce truc-là, et que quand, avec le pinceau, on fait des croisements, on arrive à le faire tomber, si on a le ciseau qui coupe le truc, ça ne me pose aucun problème. Franchement, je n'ai pas de problème. On ne prend pas quelque chose extérieur pour rajouter. On est en train d'accélérer ce qu'on fait avec le pinceau. Et à l'époque de l'autorisation des copeaux, c'était bloqué jusqu'à ce qu'il y ait eu une comparaison sous microscope de le vin en contact de la barrique, le vin en contact du copeau. Ah, dingue, c'est exactement les mêmes molécules qui se touchent en même temps. Et donc je crois c'est une croisade. Parce que si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on se bloque toute innovation sur tout. Et on le fait en respectant évidemment le règlement sur les OGM européens. Mais bien sûr. Vous avez vu la tendance quand même. Là, l'idée, on n'en est même plus à s'opposer aux nouvelles choses. On en est à essayer de requalifier d'anciennes choses d'OGM. Enfin, pour le sol oléique. Enfin, et on voit qu'il y a ce mouvement-là qui est quand même... Tu parles des tournesols résistants à un herbicide qui a été obtenu les oléiques. Oui, ou des oléiques, mais qui a été obtenu en mutagénèse classique. Oui. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on discute avec les personnes en face qui ont un problème pour
pour voilà, qu'on remette du rationnel. J'ai fait une intervention à France Nature Environnement où, en gros, le motto, c'était de dire on écoute la nature. Je dis, mais on écoute la nature, mais on va surtout écouter la science. Parce que, encore une fois, la nature, elle a aussi produit l'arsenic, la digitale, le curare, et qu'il y a l'ergot du blé, c'est pas super bon pour la santé. Voilà, donc qu'à un moment donné, l'alimentation, on veut une alimentation saine. Et à un moment donné, les produits phytosanitaires et les produits de traitement, c'est aussi pour assurer une qualité de l'alimentation saine. Voilà, donc on ne peut pas écouter que la nature. Il faut écouter la nature, mais il faut écouter la science. Et c'est pas un problème d'écouter la science. Encore heureux que l'homme a toujours écouté la science. Enfin, ça veut pas dire être esclave d'eux. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.